Donc, bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Aurélie Dubois, déléguée générale de l'association Respect Océan. Et donc, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire de présentation de la stratégie nationale biodiversité 2030 et surtout des mesures en lien avec l'océan, océan qui est l'objet de notre engagement au quotidien avec toute l'équipe de Respect Océan. Donc, on co-organise cet événement avec l'Office français de la biodiversité aujourd'hui qui interviendra. On aura plusieurs parties d'intervention après lesquelles vous aurez la possibilité de poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à les indiquer au fur et à mesure dans la fenêtre de chat et elles seront restituées à l'oral lors des différentes sessions de questions et réponses. Donc, merci à nos trois intervenants aujourd'hui, donc Alain Pibaud, Marie Lehoucq et Vincent Sleper, qui pourront peut-être se présenter au début de leurs interventions respectives. Et je laisse maintenant la parole à Marie pour la première partie de notre webinaire d'aujourd'hui. Donc Marie, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Marie Lehoucq, je suis adjointe au sous-directeur de la protection des écosystèmes terrestres à la direction de l'eau et de la biodiversité au ministère de la Transition écologique. Et on interviendra à deux voix avec mon voisin Vincent Sleper, que je laisse se présenter. Oui, bonjour à tous, Vincent Sleper, je suis l'adjoint à la sous-direction écosystèmes littoraux et marins, dans la même direction que Marie, la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Donc on va vous présenter avec Marie et Alain également des principales mesures de la stratégie nationale biodiversité 2030 en matière de protection des océans. Le grand La grande ligne directrice de la stratégie nationale biodiversité, c'est stopper et inverser l'effondrement du vivant, euh, notamment en partant de constats mondiaux assez partagés par la communauté internationale, notamment au sein de la Convention sur la diversité biologique, qui est que 75% des milieux terrestres et 66% des écosystèmes marins sont fortement dégradés. À noter que pour les écosystèmes marins, il y a une grande partie des écosystèmes marins qui ne sont pas connus. Et ça, c'est assez différent des milieux terrestres. Donc, c'est uniquement les écosystèmes marins connus dont on a pu déterminer l'état de conservation. Et on estime qu'environ 1 million d'espèces sont menacées d'extinction dans le monde. Encore une fois, ce sont uniquement les espèces connues, puisqu'il y a énormément d'espèces qui ne sont pas encore connues, notamment dans le monde marin. En termes d'engagement, la communauté internationale a structuré ses engagements via la Convention sur la diversité biologique, une des trois conventions de Rio de 1992, avec la Convention climat et la Convention sur la désertification. Et la dernière actualité en date, c'est la conférence de Kunming-Montréal en 2022, où a été adopté le cadre mondial de Kunming-Montréal, du même nom, qui prend les suites des cibles d'Aichi, et ce pour la décennie 2020-2030. Et également au niveau communautaire, donc plus proche de nous, le pacte vert européen, qui est un ensemble de textes visant à vraiment verdir en profondeur les activités économiques et financières d'ailleurs de l'Union européenne, et dont on a vu l'un des derniers textes arriver au Parlement européen et faire l'objet d'un vote au Parlement européen il y a 2 semaines, et qui concernait le règlement restauration de la nature, hein, qu'on évoquera un peu plus tard dans la présentation. Alors la France, dans ce panorama mondial, a une place assez particulière du fait de la répartition de son territoire national. Un territoire national qui est composé à 94% d'eau de mer, une nation maritime, quoi qu'on en pense sur le continent. Et le territoire national donc, est plutôt éclaté sur 4 océans, l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, l'océan Indien et l'océan Austral, via notamment les îles de Crozat et Kerguelen. Alors, je l'ai dit, le territoire national est surtout marin et surtout en outre-mer, comme vous voyez sur la carte ici.
et à enfin, ça recoupe différents écosystèmes, différentes espèces. Notamment, je citerai par exemple les albatros et les pétrels de l'hémisphère sud, des espèces qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas, pas les mêmes espèces qu'en métropole. Les tortues marines des Mes oreilles. territoires français en Caraïbes, et les baleines à bosse et les cachalots qui ont une aire de reproduction toute l'année, notamment à La Réunion et dans les autres îles françaises de l'océan Indien, cachalots et baleines à bosse qui effectuent une partie de leur migration jusque dans l'océan austral pour se nourrir. Donc on a cette zone maritime très, très étendue, nous confère un certain nombre de responsabilités en termes de préservation de la biodiversité mondiale. On estime qu'environ une espèce sur 10 décrite dans le monde est présente en France. Donc il faut se décentrer de la métropole hein, quand on a ce constat-là. On estime également que 80% de la biodiversité est située en outre-mer. J'en ai cité quelques exemples précédemment avec les albatros, les tortues de mer ou les baleines à bosse. Et la France est dépositaire de 10% des coraux mondiaux et 20% des atolls. Vous trouverez plus de chiffres sur le site biodiversité.gouv.fr. Alors, on estime que sur plus de 200 000 espèces recensées en France, plus de 2700 sont menacées et dont un quart sont des espèces endémiques strictes qu'on trouve uniquement sur ces territoires. Je vais passer la main maintenant à ma collègue Marie pour la suite de la présentation. Merci. Oui. Donc, comme l'a indiqué Vincent, la stratégie nationale biodiversité, elle s'inscrit vraiment dans ce contexte international donc de la Convention sur la diversité biologique et aujourd'hui de l'accord de Kunming-Montréal de 2022. Et la richesse du patrimoine naturel français explique sans doute pourquoi on a été aussi moteur dans ces négociations internationales et dans le rôle moteur vraiment qu'a eu la France pour aboutir à un accord ambitieux fin 2022. Donc cet accord, il comporte un certain nombre d'objectifs. Vous avez sans doute entendu protéger au moins 30% des terres et des mers d'ici 2030 ou restaurer 30% des habitats dégradés. Et donc il y a 23 cibles qui ensuite vont pouvoir être prises dans la stratégie nationale biodiversité. Et donc on vous dit ça parce que quand on voit stratégie nationale biodiversité, on n'imagine pas forcément que à nos engagements internationaux. On va devoir rapporter au niveau international sur notre stratégie. Et en fait, on est un des premiers pays au monde à finalement adopter une stratégie et aligner notre stratégie avec le cadre mondial. Donc ça, c'était voilà, l'objectif de ce petit rappel. Et la SNB 2030, et c'est en fait la troisième stratégie nationale. Donc certains ont peut-être connu celle de 2004, puis celle de 2011, mais on ne l'appelle pas troisième stratégie nationale, on l'appelle bien stratégie nationale 2030 parce que elle est assez inédite. Elle est inédite par son ampleur. Elle est inédite par son portage politique. Elle a été annoncée par la Première ministre en novembre dernier et elle bénéficie encore d'un portage politique assez fort. Elle est inédite aussi par les moyens qui sont associés, notamment le fonds vert, et on y reviendra en fin de matinée. Et elle est aussi particulière parce que face au bilan des précédentes, on a voulu renforcer le système de suivi et de redevabilité pour que globalement, on regarde si on atteint nos objectifs et si on est sur les bonnes trajectoires. La vision de la SNB. Donc j'espère, on a eu des petits soucis de diaporama. Hein, j'espère que je ne sais pas où vous en êtes. Qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Parce que j'ai On dessiné en mon est à propre. alors on en est à la diapositive Stratégie nationale biodiversité 2030, une vision. Ah bah parfait. C'est bon, ne change de rien, Vincent. Et donc là, la vision, en fait, c'est celle de l'accord international où, en fait, on vise à aboutir à une société qui est en harmonie avec la nature, où d'ici à 2050, voilà, la biodiversité, elle sera appréciée, conservée, restaurée, utilisée avec sagesse. Donc ça, c'est important parce que c'est
un point fort aussi de l'accord mondial, c'est de la sobriété de l'usage des ressources et des espaces, avec l'objectif de maintenir les services écosystémiques, préserver la santé et procurer des avantages essentiels à tous les peuples. Donc la SNB, elle reprend vraiment la vision du cadre mondial. La SNB, si on veut résumer, on peut résumer en 4 points. Donc, c'est une réponse aux 5 pressions majeures identifiées sur la biodiversité. Donc, c'est les petites illustrations à droite. Donc, destruction, artificialisation des milieux, surexploitation des ressources, pollution, introduction d'espèces exotiques envahissantes et changement climatique. Donc, c'est une réponse à ces pressions. C'est une déclinaison opérationnelle des engagements internationaux, on vient d'en parler. Et elle a aussi une vocation planificatrice. Donc là, elle rentre dans le chantier de planification écologique, puisqu'elle va venir s'articuler avec l'ensemble des plans, programmes, stratégies déjà existants. Donc, en termes de milieu marin, il y a notamment la stratégie nationale mer et littoral, hein, et la SNML. Il y a aussi les documents stratégiques de façade, etc. Donc, la SNB ne va pas venir par-dessus. En fait, elle ne vient pas se plaquer au-dessus, elle ne vient pas écraser, mais au contraire, elle vient s'articuler avec ses plans et programmes pour donner une vision cohérente, fixer des objectifs, des cibles et une trajectoire pour les atteindre. Donc ça, c'est vraiment la logique de planification écologique et elle est soutenue par un budget qui est sans précédent. Avant de rentrer dans le détail des mesures avec Alain, on va vous dire un petit mot encore sur 2 points. La structuration, donc c'est ce volet 4 axes prioritaires. Donc c'est un petit peu abstrait, mais en gros, la SNB, elle a 4 axes qui sont assez logiques. On réduit les pressions, on restaure la biodiversité dégradée partout où c'est possible, on va venir mobiliser tous les acteurs. Et donc, un séminaire tel que celui d'aujourd'hui, on est vraiment dans cette logique de pouvoir essaimer la SNB, de ce que chacun à son niveau, entreprise, association, collectivité, agent de l'État, tout le monde, en fait, a un bout de SNB à sa main. Et l'idée de la SNB, c'est vraiment d'aller mobiliser tous les secteurs et tous les acteurs. Donc ça, c'est un point qui est assez important et qui a été renforcé par rapport aux stratégies précédentes. Et un 4e axe qui est sur le volet des moyens. Donc, quand on dit moyens, bon, il y a les financements, mais il y a aussi tout ce qui va avoir trait à la connaissance et au système d'information. Ces 4 axes, ils sont divisés en 40 mesures. Donc, 40 mesures qui décrivent à chaque fois la pression qu'on va essayer de viser, le milieu qu'on restaure, enfin le milieu, est-ce que c'est du sol, du terrestre, du maritime, etc. Le ministère pilote de l'action, la cible, etc. Et ces 40 mesures sont elles-mêmes divisées en actions très opérationnelles. Donc, on a 209 actions à mettre en œuvre. Toutes ces actions, elles ont des indicateurs. Donc, l'idée, c'est pas de rentrer trop dans le détail, mais le message qu'on voulait vous faire passer, c'est que chacune de ces actions et la SNB aussi en tant que telle sont dotées de 2 systèmes d'indicateurs pour pouvoir à la fois fournir une synthèse politique de haut niveau et rendre compte au secrétariat général de la planification écologique et aux parties prenantes, notamment via le Comité national de la biodiversité. Et on a aussi des indicateurs qui viennent s'assurer qu'on est en bonne mise en œuvre de la stratégie et de ses résultats. Donc, c'est ce qu'on appelle le système de redevabilité. Et donc, l'objectif, c'est de regarder, d'ici 2030, on a quand même un certain nombre d'années, de vérifier qu'on avance correctement et qu'on est bien sur les bonnes trajectoires. En matière de territorialisation, un petit mot pour dire que, en fait, on a aussi un double système où on a une stratégie qui s'adresse à des pilotes nationaux, donc en interministériel. On a des gens qui font de la SNB, évidemment au ministère de la Transition écologique, évidemment à l'OFB, mais aussi au ministère de l'Agriculture, au ministère qui est chargé des Transports, donc c'est le même ministère que nous, mais en tout cas, toutes les branches, tous les secteurs, on a 12 ministères qui sont concernés par la stratégie nationale biodiversité. Et en local, donc c'est des travaux sur lesquels peut-être certains d'entre vous sont associés ou ont entendu parler, mais au niveau local,
la territorialisation de la SNB, elle rentre dans les travaux actuels des conférences des parties, les COP régionales, donc sous l'égide des préfets de région et président du conseil régional. Et donc l'idée, c'est que on atteigne bien, et c'est le volet opérationnel de la stratégie, on aille chercher une mise en œuvre concrète sur le terrain jusqu'au dernier kilomètre. Peut-être dernière diapo d'introduction générale, c'est de vous inciter à aller sur le site biodiversité.gouv.fr dont Vincent a déjà parlé, parce qu'on a plein d'informations à la fois sur la stratégie elle-même, sur les actions mises en œuvre. On va l'enrichir aussi avec des retours d'expérience, des vidéos, le blog, etc. Voilà ce que nous souhaitions vous dire en introduction et peut-être prendre déjà une série de questions-réponses. Aurélie, si ça vous Oui. convient. Et puis après, Alain, il rentrera plus dans le concret des mesures. Merci Vincent et Marie pour cette première partie d'introduction. Pour le moment, nous avons reçu seulement une question que vous pouvez voir dans la fenêtre de chat. Pendant qu'on pose cette première question, qu'on restitue cette première question à l'oral, j'invite les personnes qui sont connectées sur Zoom à indiquer leurs questions directement dans la fenêtre de chat. Et pour les 90 personnes qui sont en LinkedIn Live, n'hésitez pas à commenter l'événement. Mélissa restituera les questions dans la fenêtre de chat Zoom. Ces questions seront rebasculées sur notre interface principale qui est du coup le Zoom. Alors, la première question, je les pose telles qu'elles sont rédigées. Auriez-vous des éléments à apporter au sujet de la récente cartographie des zones propices au développement éolien en mer avec les AMP? Alors, sur ce sujet, c'est en plus le sujet de la planification en mer, hein, le grand exercice qui a été lancé au mois de novembre et qui durera pendant 6 mois, donc il s'achève bientôt au mois d'avril. L'objectif était double. Euh, Déjà, c'était de conduire une planification, enfin, un échange avec le public sur la planification en mer, échange qui nous était demandé par la directive cadre stratégie sur le milieu marin de 2008, dans le cadre de la mise à jour des documents stratégiques de façade, qui sont ces stratégies marines que la directive nous demande de prendre. Et puis le deuxième objectif qui était visé, c'était dans le cadre de l'accélération de l'installation de, d'énergie renouvelable, c'était de consulter plus largement le public et de donner à voir au public le plan de développement de l'éolien offshore pour les prochaines années. Donc ces deux objectifs, en fait, ont conduit à la conduite de ces consultations publiques en façade qui sont faites par la Commission nationale du débat public. Euh, et dans ce cadre, on appelle le public à se prononcer sur les cartographies et notamment l'implantation, bien sûr, l'implantation des éoliennes en mer et l'implantation également des protections, des zones de protection fortes. Donc c'est un double exercice en fait de cartographie auquel le public est convié dans ce cadre des débats publics. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, puisqu'en fait, chaque façade a des enjeux un peu particuliers en termes de défense nationale où c'est difficile ou impossible d'implanter beaucoup d'activités humaines, ou en termes également de protection forte, puisque chaque façade a des objectifs de protection forte qui sont assez différents. C'est 5% en Méditerranée, alors que pour les autres façades, c'est moins. Voilà pour cette première question. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, il y a une autre question qui est arrivée. Alors, je fais une petite parenthèse pour répondre à une autre question au sujet du partage de cette présentation d'aujourd'hui. Donc, la session est enregistrée et sera mise en ligne sur notre chaîne YouTube, comme l'ensemble de notre programmation de webinaires précédente. Une autre question, comment concrètement faire remonter aux organisateurs de la SNB les actions mises en œuvre et les résultats obtenus sur ces actions? Alors, votre micro est coupé.
Non, on lisait la Oui. question. C'est pour ça que vous voyez nos lèvres bouger. Mais sur cette question, Bah, en fait, en fait, vous voulez partager des initiatives qui sont lancées. Je pense que si c'est au niveau très territorial, en fait, le plus simple, c'est de contacter les DREAL, en fait, parce que c'est les services de l'État qui sont vraiment à la manœuvre sur la déclinaison de la SNB. Et après, bah, sinon, c'est à nous pour voir comment on peut répercuter ça au pilote d'action qui est identifié. Mais c'est vrai que c'est une question intéressante parce que du coup, elle nous interroge sur la mise en visibilité de qui pilote quelle action. Donc, en fait, si vous allez sur le site internet, vous allez voir le classeur des mesures. Donc, en fait, il y a donc toutes les mesures avec les actions. Et à chaque fois, le pilote de l'action est vraiment désigné. Donc, on sait si c'est le commissariat général au développement durable, etc. Mais j'ai bien conscience que quand on n'est pas dans l'administration, c'est pas très parlant. Et du coup, je pense que c'est une bonne question pour nous de rendre visible, alors peut-être via le site internet justement, que vous puissiez faire remonter vos retours d'expérience, qu'il y ait un système de peut-être de boîte de contact pour pouvoir se mettre en relation. Donc merci pour la question. C'est peut-être une C'est bien piste, noté. Ouais. c'est peut-être une piste à travailler Oui. après avec vous sur comment nous, on peut faire remonter les bonnes pratiques de nos adhérents sur la biodiversité auprès de vos services, par exemple. On va y travailler. Une autre question, qui a été posée, les COP territoriales ont-elles été lancées? Visiblement, la personne n'a pas d'informations sur des initiatives qui se seraient lancées en Nouvelle-Aquitaine, par exemple. Mhm. Alors, j'ai plus en tête l'ensemble des dates des COP territoriales, mais elles ont été lancées dans la plupart des régions par le binôme État-région. Et en fait, les modalités d'organisation peuvent varier selon les choix qui sont faits par le président de région et le préfet local. Donc là, encore une fois, le service de l'État qui sera le plus à même de vous répondre pour le cas de la Nouvelle-Aquitaine, c'est la direction, c'est la DREAL en fait. Mais oui, oui, c'est lancé. Très bien. Pour le moment, il n'y a plus d'autres questions sur cette première partie d'introduction dans la fenêtre de chat. On va peut-être passer à la partie suivante et s'il vous reste des questions, n'hésitez pas à les poser. On les posera dans la deuxième session. Voilà. Donc, je pense qu'Alain, c'est à toi maintenant pour la deuxième partie de notre webinaire. Bonjour à tous, Alain Pibaud. Je suis pour ma part coordinateur de projet au sein de la direction des aires protégées et des enjeux marins à l'Office français de la biodiversité. Et je vais demander à Vincent et Marie de bien vouloir passer les diapositives au fur et à mesure, s'il vous plaît. Et tout d'abord, effectivement, aborder cette question de la réduction des pressions qui s'exercent sur la biodiversité. Vous l'avez vu dans l'introduction et les chiffres qui vous ont été donnés, la biodiversité marine en particulier n'est pas en bon état. Et effectivement, nous savons aujourd'hui que la principale voie de réflexion, c'est la réduction des pressions. Alors l'IPBES, pour ceux qui ne connaissent pas encore cet établissement international, cette institution, c'est un peu l'équivalent du GIEC pour le climat. C'est une institution qui qui veille à suivre et évaluer la biodiversité à l'échelle mondiale et a fait une évaluation des principales pressions qui s'exercent sur la biodiversité. Vous les voyez là, classées par ordre croissant avec les destructions et artificialisations de milieux naturels qui arrivent en première position finalement des dégradations de l'écosystème. Sur la diapositive suivante, je vais commencer à illustrer les différentes mesures qui sont envisagées par la SNB.
en partant de cette première mesure qui est sans doute l'une des plus structurantes, des plus importantes de la SNB, qui vise à identifier les secteurs de l'espace maritime et terrestre d'ailleurs, mais on va parler surtout du maritime aujourd'hui, qui nécessitent du fait de la richesse écosystémique, de la richesse biodiversité, des fonctions écosystémiques rendues ou éventuellement dans certains cas des pressions qui s'y exercent, les zones qui nécessitent une gestion ou une protection renforcée. Et vous voyez là les principaux chiffres dont on dispose aujourd'hui sur les objectifs généraux qui sont d'établir 30% d'aires marines protégées à l'échelle nationale. Aujourd'hui, on est environ à 33% de la surface nationale marine en aire protégée. Au niveau de la métropole, ça équivaut à peu près à 45% actuellement, alors que l'objectif est à 30%. Donc effectivement, là, on voit que l'objectif à 2030 pour la stratégie, c'est sans doute de rester à ce niveau-là ou de l'améliorer. Par contre, sur la partie de protection renforcée, ce qu'on appelle les zones de protection forte, qui sont aujourd'hui entre 0,08 et 1% de surface du territoire maritime métropolitain, l'objectif est bien de passer à 5% en 2030 avec, vous le voyez, des jalons qui ont été fixés par façade en fonction de la capacité à travailler sur ces services qui sont de 5% en Méditerranée. Ça avait été fixé par le président de la République lors du dernier sommet de l'UICN à Marseille. 3% sur les façades sud-atlantique et nord-atlantique Manche-Ouest et 1% sur l'espace, sur la façade Manche-Mer du Nord, avec les principaux éléments de méthode qui sont bien sûr la reconnaissance de l'existant, puisque les zones de protection forte, c'est pas de nouvelles zones qui se mettent en place, mais bien la labellisation, la reconnaissance d'une protection qui cumule différentes actions de protection et qui permettent effectivement d'atteindre un seuil de protection forte. Diapo suivante, s'il vous plaît. Je vais vous donner un exemple particulièrement réussi de réflexion sur la reconnaissance d'une zone de protection forte. On est ici sur le secteur du Cap d'Agde, en Méditerranée, où depuis plus de 10 ans, le gestionnaire local travaille avec tous les acteurs locaux, que ce soit la pêche, la plongée, les différents acteurs du tourisme, pour définir un secteur qui nécessitait, sur ce roc de Bresco, qui est une des rares zones rocheuses de la côte méditerranéenne, du golfe du Lion, de travailler sur une zone à protéger. Et finalement, ce périmètre est le résultat d'une proposition par tous les acteurs du secteur, ce qui en a fait une appropriation parfaite par le territoire, au point qu'aujourd'hui, cette zone de protection forte, les acteurs demandent pratiquement le doublement de cette surface du fait de la réussite finalement de cette démarche avec une amélioration de la ressource halieutique notamment. Sur la diapo suivante, vous verrez que la stratégie nationale de biodiversité s'est fixée quand même des objectifs spécifiques sur les écosystèmes marins remarquables, avec en particulier 100% de protection sur les herbiers de Posidonie en Méditerranée, habitat qui est reconnu quand même particulièrement important parce que parapluie de l'ensemble des biodiversités de cette mer et avec des rôles structurants particulièrement importants, donc un objectif de 100% de protection de ces espaces, de 50% pour la partie des récifs coralliens dont on a vu en introduction qu'ils avaient une importance particulière dans les eaux françaises et pour la responsabilité française, et des objectifs également de mesures de conservation sur 65% des mangroves, là encore avec une forte responsabilité de la France qui en héberge de très vastes superficies. Quelques regrets sur des habitats qui sont encore relativement soit mal connus, soit mal définis, sur les récifs profonds en particulier, sur les bancs de merle et sur les coralligènes, mais on y reviendra par la suite. Sur la mesure suivante, donc là, après avoir vu la mesure 1, merci Marie-Noël Labonne de bien vouloir couper votre micro. Sur la mesure 5, que je souhaite également illustrer, qui concerne la réduction de l'impact
sur le changement climatique, la stratégie nationale de biodiversité insiste sur le principe que ces politiques, ces différentes politiques sont complémentaires et non pas en compétition, d'où l'intérêt de souligner le fait que toutes les démarches engagées dans la stratégie de gestion du changement climatique ne viennent pas en interaction négative avec, bien sûr, la stratégie nationale biodiversité et d'où le travail qui est actuellement fait, notamment dans le cadre de la planification maritime. Le dérisquage, ça rejoint une question qui a été posée sur la cartographie de l'éolien en mer, sur le dérisquage préalable à l'implantation des sites de production, ou encore sur la mise en œuvre de la séquence éviter, réduire, compenser, applicable aux sites de production, mais comme à toutes les démarches visant à installer des énergies renouvelables à terre comme en mer, et bien évidemment en mer avec une attention particulière. Toujours sur cette mesure 5 de réduction de l'impact du changement climatique, une veille particulière et qui fait l'objet de beaucoup d'attention de la part de l'Office français de la biodiversité concerne effectivement l'adaptation, et notamment l'adaptation du trait de côte avec des phénomènes d'érosion de plus en plus intenses sur les rivages français et avec la nécessité d'être particulièrement vigilant sur la réflexion, l'anticipation de toutes les mesures qui seront prises pour atténuer les effets du changement climatique sur la biodiversité marine. Comme je l'illustre là par une photo, limiter l'impact possible de tous les chantiers relatifs à la gestion du trait de côte sur la biodiversité littorale qui est particulièrement importante, souvent riche au niveau de cet écotone entre la terre et la mer, avec la prise en compte, bien sûr, d'enjeux biodiversité importants et qui sont soulignés dans cette mesure 5 sur la stratégie nationale biodiversité. Autre mesure qui est importante pour l'océan également, tout ce qui va concerner les pollutions, la maîtrise des pollutions. Alors, j'illustre ici la maîtrise des pollutions diffuses d'origine agricole. Vous en voyez quelques effets, des effets qui sont particulièrement connus, notamment en Nord-Atlantique avec les marées vertes. Et ce qu'on connaît souvent, ce sont les marées vertes que l'on voit sur les estrands, sur les plages à marée basse. Ce qui est parfois moins connu, c'est l'impact de ces marées vertes sur les services écosystémiques. Ici, vous avez l'illustration d'un parc, ici on est sur la baie de Paimpol, un parc particulièrement impacté par les algues vertes avec un impact significatif sur l'activité conchylicole, ou alors les impacts sous-marins de ces marées vertes et illustré ici par ces marées vertes particulièrement importantes qui anoxient, qui privent l'ensemble des fonds marins d'oxygène et qui finalement finissent par arriver à des zones mortes du fait de l'importance de ces pollutions d'origine agricole. Donc avec le lien notamment qui est ressouligné par la stratégie nationale de biodiversité sur le plan d'action nitrate. Pollution également d'origine souvent maritime ou terrestre sur les pollutions plastiques dans le milieu. Alors, vous avez ici tout un tas d'actions qui sont listées dans la mesure 7 sur la limitation des mesures des pollutions plastiques, avec notamment la responsabilité des producteurs sur tout le recyclage des bateaux de plaisance, les équipements de pêche ou d'aquaculture, avec un travail actuellement mené sur notamment des équipements biodégradables de manière à limiter les plastiques d'origine conchylicole ou halieutique. La résorption des décharges littorales, enfin, je ne vais pas toutes les lister, mais vous voyez qu'il y a un grand nombre d'actions qui sont issues de ces travaux sur la SNB, sur la limitation des pollutions plastiques. Les suivantes sont également consacrées à l'élimination des pollutions plastiques. Vincent, s'il vous plaît, pour la diapo suivante, qui liste également celles qui sont à déplacer sur le domaine terrestre pour limiter toujours ces pollutions plastiques. Et je l'illustre par la diapo suivante, notamment cette pollution plastique. Vous connaissez tous
ces images sur les continents ou les îlots flottants de plastique. Ce qui est moins connu, mais ça me semblait intéressant de le partager avec vous pour rentrer dans des détails, c'est des choses qui sont actuellement travaillées notamment par l'Université Sorbonne et l'Observatoire océanologique de Banyuls, avec des constats qui sont faits aujourd'hui où on a les coraux profonds qui sont en train de s'adapter à ces microplastiques et qui ont développé, alors ça se voit si vous êtes observateur, par une petite languette qui vient obstruer le polype des coraux. C'est un détail, vous allez dire, mais c'est un détail qui illustre le fait qu'aujourd'hui, la plupart des polypes de ces coraux profonds s'adaptent de manière à éviter l'absorption des microplastiques, mais ça les condamne à court terme puisqu'ils ne peuvent plus assimiler de microplastiques, mais ils ont aussi du mal à s'alimenter. Et aujourd'hui, on a une grosse inquiétude sur tous ces organismes-là qui commencent à s'adapter ou à périr du fait des microplastiques qui se voient moins que les îlots flottants de plastique, mais qui sont très dommageables au milieu. Autre pollution qui est illustrée et travaillée également par la SNB, toutes les pollutions lumineuses et sonores. Alors, la mer est loin d'être le monde du silence qui a souvent été décrit, et c'est un monde qui a besoin du bruit, qui amplifie du bruit et qui le transmet beaucoup plus que l'air. Et beaucoup d'animaux sont dépendants du bruit et de la transmission sonore dans le milieu marin. Alors, vous voyez ici une liste que j'ai puisé auprès d'une ONG, la liste finalement des principales émissions de bruit d'origine anthropique en milieu marin, mais les conséquences sont importantes, comme l'illustre la diapo suivante. Aujourd'hui, on a beaucoup de pressions liées à ces bruits d'origine anthropique, Vincent, s'il vous plaît, et qui s'illustrent de plus en plus par des phénomènes comme on le voit sur nos côtes avec l'échouage de cétacés qui ont besoin du bruit pour communiquer et se localiser et que les bruits ambiants d'origine anthropique perturbent dans leur déplacement. Et donc la SNB va particulièrement travailler aussi sur la résorption et différentes actions qui sont engagées et qui sont en préparation également pour résorber les bruits d'origine anthropique, en particulier dans les secteurs sensibles où vivent ces animaux qui ont besoin d'un certain silence pour pouvoir communiquer et se localiser. La diapo suivante permet également d'illustrer le phénomène des pollutions lumineuses, un peu moins important chez nous, mais très important dans les zones de nos outre-mer, où effectivement on a des zones importantes de nidification de pontes de tortues marines. Et les tortues marines redoutent beaucoup, en tout cas sont éloignées et sont dissuadées de monter pondre sur les plages par la luminosité anthropique, d'origine anthropique sur les plages. Et il est très difficile pour ces tortues-là de conserver des sites de ponte favorables lorsqu'il y a des éclairages sur les plages. Donc là, on le voit, c'est illustré sur des éclairages à la fois en Méditerranée où il y a une recrudescence aujourd'hui des pontes, d'ailleurs peut-être issue du réchauffement climatique, puisque les tortues ont tendance à quitter et à s'éloigner des côtes turques, par exemple, et grecques, et se concentrer un petit peu de plus en plus sur nos côtes, mais avec effectivement la nécessité de travailler sur la pollution lumineuse sur les sites de ponte, et ce sera particulièrement important de le mener sur les premières plages qui ont été identifiées avec un fort enjeu sur les pontes. Diapo suivante, enfin, sur une mesure également qui me semblait importante à illustrer, la mesure 10, qui est la limitation de l'introduction et la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Je vous ai mis trois exemples typiques, l'une en Manche-Mer du Nord avec une espèce invasive zut, dont j'oublie le nom à l'instant. Bon, c'est pas grave, ça va me revenir. Qui est en train de s'installer sur l'ensemble des baies atlantiques, Manche-Mer du Nord, et qui pose de gros problèmes en changeant, en modifiant complètement la structure de ces habitats-là. Vous avez au milieu le poisson lion qui est bien connu
sur l'ensemble des eaux tropicales, mais qui arrivent également en Méditerranée. Mais aux Antilles, il y a eu de gros programmes de tentatives de lutte contre merci Mathilde, c'est la Spartine américaine qui nous est voilà, illustrée à gauche. Le poisson-lion qui a fait l'objet de beaucoup de travaux de lutte aux Antilles notamment. C'est un poisson qui est plutôt originaire de l'océan Indien. Et puis à droite, vous avez le poisson lapin qui est une véritable catastrophe qui a anéanti une grande partie de la biodiversité de l'Est méditerranéen et qui arrive progressivement sur nos côtes. Quelques individus ont déjà été vus et ça, c'est une véritable catastrophe. Comme je le signale en dessous, la SNB prévoit 500 opérations coup de poing d'ici 2030. Sur le domaine marin, en revanche, c'est extrêmement compliqué de lutter contre les espèces exotiques envahissantes. Et on est plus là sur des mesures de prévention très en amont. Une fois qu'une espèce est observée dans le milieu marin, en général, on peut considérer qu'il n'y a plus grand-chose à faire. C'est très, très complexe de lutter contre les espèces exotiques envahissantes en domaine marin. Dernière diapo pour cet axe 1 lié à la réduction des pressions que je voulais signaler, c'est la mesure qui est dédiée à l'amélioration de l'efficacité des police administrative et police judiciaire. Donc la police administrative qui est vraiment là pour être en prévention des risques d'impact sous l'autorité du préfet. Et cette police va permettre à tous les services, par l'instruction des demandes d'usage du domaine marin, de veiller à ce que ces usages soient compatibles avec la biodiversité. Et là, il y a un travail très complet de formation, de sensibilisation, de développement d'outils et de moyens qui est prévu par la SNB. Et puis la police judiciaire qui est plutôt là axée sur la répression des infractions avec des stratégies de contrôle, des identifications d'enjeux pour bien identifier les secteurs sur lesquels, les thématiques sur lesquelles la police judiciaire doit concentrer ses moyens. Et puis après, des coordinations de moyens qui sont réalisées notamment par le Centre d'appui à la coordination des polices sur l'environnement marin, le CACEM, et l'animation de tout ça par des organisations locales, notamment les Colden, qui doivent être étendues à 100% des départements français dès 2024. Voilà, j'en ai fini pour l'axe 1 qui concerne la partie réduction des pressions, qui est quand même le pilier majeur de cette stratégie nationale biodiversité sur la réduction des pressions. C'est vraiment là que doivent se porter de très, très gros efforts. Je vais passer très rapidement sur le second axe, qui est la restauration, pour juste vous signaler que le 27 février dernier, la Commission européenne et notamment le Parlement européen a enfin adopté le règlement européen sur la restauration de la nature. Et c'est un document qui va réellement organiser, encadrer l'ensemble des travaux que nous allons mener dans les années à venir sur la restauration des habitats, avec des objectifs très ambitieux au regard du constat qui est que 80% des habitats marins européens sont aujourd'hui considérés comme dégradés avec les services écosystémiques qui y sont associés. Et donc des objectifs de remettre en état ces 80% d'habitats marins dégradés, 30% à l'échéance 2030, 60% à l'échéance 2040 et 90% à l'échéance 2050, avec un plan national de restauration qui va se mettre en route. L'État a 2 ans pour réaliser ce plan. Alors, les GTH tels qu'ils sont signalés, ce sont les groupes de types d'habitat. Je vous les illustre sur la diapo suivante. Vous avez ces 7 grands types d'habitats, groupes de types d'habitat pour le domaine marin, les herbiers marins, les biocénoses à bivalves, moules, huîtres essentiellement, les forêts de macroalgues, toutes ces laminaires qui sont illustrées ici, les bancs de merle, très peu connus, mais habitat le plus riche en biodiversité de France métropolitaine, avec plus de 2000 espèces qui sont centrées sur cet habitat, les biocénoses d'éponges, corail et coralligènes, les sources hydrothermales, et enfin, les sédiments meubles qui représentent de très grandes surfaces et qui sont particulièrement dégradés aujourd'hui, malgré l'importance de leur restauration.
Avant-dernière diapo où je vais illustrer juste le principe général de la restauration pour bien partager avec vous le principe, l'esprit général de ce règlement européen, mais également de la stratégie nationale biodiversité, qui est de bien distinguer la restauration passive et c'est le pilier des travaux qu'on a à mener. Et du coup, c'est vraiment tout ce qu'on a illustré sur l'axe 1 de la stratégie qui doit être mis en œuvre pour participer, contribuer à la restauration des habitats, puisque c'est essentiellement la réduction des pressions. Et en revanche, la partie 2 qui est plutôt sur la restauration dite active, c'est-à-dire une intervention physique pour changer la trajectoire des écosystèmes du fait d'une défaillance des mécanismes naturels. Et ça, ce sont des actions vraiment très, très réservées qui sont soumises à évaluation d'incidence. Et le principe général est bien d'éviter l'interventionnisme sauvage sur les milieux naturels et en mer en particulier, où on connaît encore trop peu les dynamiques d'écosystèmes. Pour terminer, dernière diapo, cette restauration porte également sur les espèces menacées, en particulier en Outre-mer, avec plusieurs programmes qui seront engagés dans le cadre de la stratégie biodiversité et des plans de restauration, des plans d'action pour certaines espèces de cétacés, les espèces de tortues et différentes espèces d'oiseaux et élasmobranches qui sont également ciblées. Et la boucle est bouclée puisque je reviendrai sur les élasmobranches et les oiseaux que Vincent a cités pour les mers australes en particulier. Voilà très rapidement résumer les axes 1 et 2 de la stratégie avec quelques exemples pratiques et je relaisse la main à mes collègues du ministère pour la suite. Alors, merci Ou beaucoup éventuellement Alain. quelques On va questions. peut-être faire une courte pause pour commencer à épuiser la liste des questions qui sont arrivées à la fois dans le chat de Zoom, mais aussi sur l'événement LinkedIn. Et notamment, je pense, une question qui est plus liée à la présentation précédente de Vincent et Marie. Comment le grand public aura connaissance des avancées de la SNB et du suivi des indicateurs? Euh, le rendu compte se fera essentiellement auprès du Comité national de la biodiversité. Après, bon, il y a le site internet aussi qui permet de divulguer des informations au plus grand nombre. Je pense que c'est un sujet sur lequel le Comité national biodiversité sera amené aussi à peut-être donner des orientations et de voir comment, au fur et à mesure, au-delà de mettre sur Internet et de rendre compte aux parties prenantes, on pourra toucher justement le grand public et les citoyens. Vous savez que c'est pas forcément simple, hein. Il y a des dispositifs qui existent, mais qui sont en général à l'échelle, enfin, quand on adopte un plan programme de type débat public. Là, c'est un peu différent, c'est un peu le faire savoir, faire connaître, savoir où on en est. Et donc, tout n'est pas encore complètement calé sur ce point-là, mais je pense que le Comité national biodiversité se penchera sur la question. Merci Marie. On a eu quelques questions au sujet des premières diapos que Alain, tu as présentées. Concernant les aires marines protégées, il y a notamment une question dans le chat qui indique que les jalons de protection forte sont fixés jusqu'à 2027. Quels sont les objectifs de 2027 à 2030 et pourquoi finalement il est indiqué uniquement 2027? Alors, peut-être que le ministère pourrait y répondre également. Aujourd'hui, ce sont des objectifs opérationnels et réalistes qui sont fixés. Aujourd'hui, vous avez vu les chiffres, on est à 0,08, voire 0,1% des eaux métropolitaines en zone de protection forte. Il serait irréaliste aujourd'hui de se fixer un objectif trop ambitieux et trop irréaliste. Effectivement, l'objectif général reste 10% à l'échéance 2030. Maintenant, on sait que 2027 reste un jalon qui nous permettra de savoir si en 2030, on peut atteindre les 5% ou aller sur l'objectif européen et international des 10%. L'objectif, clairement, aujourd'hui, qui est fixé, c'est celui de 2027. Ce jalon permet de se fixer des objectifs réalistes. On sait qu'avec les différents partenaires, on peut travailler sur ces objectifs-là avant d'aller au-delà
Voilà. Donc, je ne sais pas si Vincent souhaite compléter sur cette question-là, mais je pense que déjà l'objectif, le jalon de 2027 est un objectif très intéressant de travail. Donc, pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que dans l'annonce qu'avait fait le président de la République au Congrès de la Nature à Marseille en septembre 2021, il avait avancé le chiffre de 5% en 2027 pour la Méditerranée, et ça a donné un peu l'étalon pour les autres façades aussi, hein. Mais la réponse d'Alain est aussi très pertinente, parce que ça sera presque un mi-parcours 2027 pour 2030 et les 10% de 2030. Merci. On a eu plusieurs questions justement qui tournent autour de cet objectif de 5%. Et finalement, je ne vais pas pouvoir toutes les poser telles qu'elles ont été écrites, mais pourquoi 5%? Est-ce que cet objectif de 5% est suffisant? Est-ce qu'il est validé par l'IPBES? Voilà, il y a des demandes de précision par rapport à ce chiffre de 5%. Mais peut-être sur le chiffre de 5%, en fait, enfin, Alain pourra compléter. C'est 5% pour la métropole, pour les maires de métropole, donc les quatre façades maritimes de métropole. Et c'est 10% au total sur le territoire national. Donc on comprend en cela que les 5 autres pourcents seront faits en Outre-mer. Voilà comment ça s'explique, cette différence apparente entre les objectifs. Et au niveau national, voilà. Enfin, je ne sais pas si Alain, tu veux compléter sur ce sujet. Non, je pense il faut aussi être réaliste, hein. Nous-mêmes à l'OFB, on a le souhait d'avancer rapidement et c'est vraiment une direction qui a été prise par notre nouveau directeur Olivier Thibault sur les engagements de protection. Donc, il y a un vrai engagement et des vraies consignes pour que l'ensemble des aires protégées, notamment pilotées par l'OFB, accélère le mouvement sur la protection et notamment la protection forte. Donc, c'est un vrai engagement de notre établissement. Mais pour autant, ça nécessite quand même un accompagnement, même si on a pris sans doute du retard. Mais aujourd'hui, ça nécessite un accompagnement pour passer de 0,08 à 5% au niveau des eaux métropolitaines. Donc, ce ne sera pas facile du tout. Et ce jalon nous permettra en 2027 de voir si on peut aller plus loin. Fixer la barre très haut à 2030 tout de suite serait peut-être contre-productif et à un moment où l'ensemble des eaux françaises ne sont pas encore préparées à un certain nombre de mutations techniques ou organisationnelles. Merci. Donc, il y a beaucoup de questions donc, sur le chat et via l'événement LinkedIn. On n'aura pas la possibilité de toutes les relayer. On en fera peut-être une synthèse qu'on fera passer aux intervenants par la suite s'ils souhaitent y répondre. Donc, je vais en sélectionner quelques-unes, notamment une question qui est arrivée sur l'événement LinkedIn. Est-ce que le chantier de la SNB prévoit aussi des aménagements des cursus de formation existants? Est-ce qu'il va y avoir besoin de nouvelles compétences, peut-être, des études supérieures? Est-ce qu'il y a un travail qui est engagé avec les cursus de formation? Ah oui, oui, effectivement, en fait, dans l'axe 3 de la SNB, il y a tout un panel d'actions qu'on va détailler, que Vincent va détailler juste après, sur justement la formation, la sensibilisation des jeunes, etc. Donc c'est un assez gros volet, mais qui sera traité dans la partie 3 de notre intervention à plusieurs voix. Très bien. Je vais peut-être relayer une dernière question avant qu'on passe à la dernière partie, puisque je vois que le temps avance. Il y a une question sur finalement, est-ce qu'il va y avoir des synergies entre la SNB et le DCSMM? Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la directive cadre stratégie pour le milieu marin. On pourra vous mettre des liens dans le replay, dans les éléments qui seront envoyés après. Mais est-ce qu'il va y avoir des ponts entre ces documents?
Oui, sur ce sujet des CSMM, SMB, enfin, d'articulation entre les deux niveaux, un niveau européen qui est celui de la directive 4 stratégie milieu marin, pardon, et la SMB. En fait, comme la DCSMM est antérieure, est bien antérieure à cette nouvelle version de la SNB, les objectifs de la SNB prennent en compte euh, les grands objectifs de la DCSMM, et notamment l'atteinte du bon état écologique des eaux marines. Voilà, mais comme la SNB prend également en compte d'autres stratégies communautaires ou nationales. Marie a cité la stratégie nationale sur les aires protégées, par exemple, même certains axes de la SNMM. Très bien, merci beaucoup. Aurélie, peut-être juste un petit complément, juste pour préciser quand même qu'il y a plusieurs questions sur la pêche et on va y revenir puisque ça sera traité juste après. Et une question qui a été posée sur la prise en compte des petits fonds côtiers, juste pour rassurer, les petits fonds côtiers sont bien pris en compte dans les GTH 1, 3, 4 et 5, hein, que j'ai illustré tout à l'heure, puisque que ce soit les herbiers, les biocénoses de bivalves, les bancs de merle, ou les sédiments meubles à moins de 1000 mètres de profondeur concernent également les petits fonds côtiers. Donc, pas d'inquiétude, ces petits fonds dont on connaît toute la valeur sont bien pris en compte par le règlement restauration. Merci Alain. J'invite les intervenants à répondre dans la mesure du possible aux questions qui n'ont pas pu être relayées à l'oral dans la fenêtre de chat directement, et sinon on essaiera d'en faire une synthèse. Donc je vous propose qu'on avance puisque nous sommes à 30 minutes de la fin de notre webinaire et il nous reste encore une dernière partie. Donc je vous laisse poursuivre votre présentation à trois voix. Merci beaucoup. Sur le troisième axe qui est consacré à la mobilisation de tous les acteurs, on va vous présenter les mesures les plus saillantes de cet axe 3. Alors, tous les acteurs, je vais aller assez vite sur certains d'entre eux, notamment celui de l'État, par exemple, pour faire de l'État un État exemplaire en matière de biodiversité. Je citerai seulement la mesure qui vise à former les 2,5 millions d'agents de l'État d'ici à 2030. Et puis également, peut-être plus en lien avec la mer, même si la formation sur la biodiversité parlera également de biodiversité marine. Il y a également une interdiction d'achat d'articles en plastique à usage unique, et ce dès 2023 pour les administrations d'État. Pour ce qui est de la mobilisation des collectivités, donc là, je vais être assez rapide puisque le lien avec la mer est peut-être un peu plus lointain. Euh, on peut citer par exemple le fonds vert, enfin, le soutien du fonds vert pour la stratégie nationale biodiversité, dont Marie vous parlera à la fin de la présentation dans la partie moyen. Concernant les entreprises, donc la mobilisation des entreprises fait partie du, du cahier des mesures, c'est la mesure 30 et 31. Donc là, il y a plusieurs axes qui ont été détaillés, notamment l'accompagnement des entreprises à la préparation du rapport de durabilité, conformément aux dispositions de la directive Corporate Sustainability Reporting, euh, donc, qui vise à inclure une partie biodiversité au reporting extra-financier que font les entreprises. Il y a également sur la partie compétences et formation, on parlait de la formation tout à l'heure, mais moi, c'est peut-être plutôt de la sensibilisation que BPI fait dans le cadre de ses missions, notamment envers les dirigeants de PME et de TI sur la biodiversité. Également, les renforcements de certaines filières, notamment les filières de génie écologique. Également, tout un travail sur le cycle sur le cycle de travail des entreprises autour de leur modèle économique en lien avec la biodiversité. Et peut-être citer également dans ce cadre-là une autre adaptation
d'un outil existant, notamment celui de l'ADEME, qui concernait la transition bas carbone des entreprises. L'ADEME inclura un module biodiversité à sa méthodologie ACT, donc Assessing Low Carbon Transition, qui est l'outil qui permet aux entreprises de faire la transition vers une économie bas carbone. Pour la partie mobilisation des citoyens et rôle des associations, également tout un volet dans la SNB. Donc là, je citerai notamment la volonté de la SNB de conforter le rôle moteur des associations, le renforcement et l'élargissement du soutien, et puis enfin la mobilisation, notamment via les services civiques Jeunes et Nature, dans le cadre de la SNB. Également, quelque chose qu'on peut citer peut-être plus en lien avec les océans, c'est la mesure qui concerne l'organisation de grands moments de cohésion citoyenne. Et dans ce cadre-là, l'année 2024 sera lancée en septembre, l'année de l'océan, une année qui va s'échelonner jusqu'à juin 2025, c'est-à-dire jusqu'à la conférence des Nations Unies sur les océans qui se tiendra à Nice en juin 2025 et qui sera co-organisée par la France et le Costa Rica. Enfin, concernant la formation, on en a parlé un peu tout à l'heure. Le souhait de la SNB, c'était de renforcer, enfin l'objectif, c'est de renforcer l'éducation aux différents moments différentes périodes de la formation, donc de l'école jusqu'au lycée, notamment par le déploiement à grande échelle des aires éducatives. Alors, ces aires éducatives sont des aires qui sont imaginées, identifiées par les élèves et dans lesquelles sont mises en œuvre un certain nombre d'actions par les élèves. Donc, ça a commencé par les océans, via les aires marines éducatives, et notamment en Polynésie française, c'est le lieu où a été créé le concept, et qui s'est propagé donc au-delà de la Polynésie, donc en métropole, dans les océans, dans les mers de métropole, et puis maintenant au-delà, également sur le terrestre, sur le fluvial, et dans différents autres écosystèmes. Et là, l'objectif qui est très ambitieux visé par la SNB, c'est d'atteindre le chiffre de 18 000 aires éducatives d'ici 2030. Et également, on peut citer pour la mer une meilleure prise en compte de la biodiversité dans les formations théoriques et pratiques des lycées professionnels maritimes. Alors, c'est de la mobilisation. Je vais également évoquer ici l'accompagnement des secteurs économiques, notamment l'accompagnement du secteur de la pêche pour réduire ses impacts sur la biodiversité. Bon, je vais pas revenir sur l'impact de la pêche que vous connaissez, j'imagine, notamment la dégradation des fonds par les engins traînants et les chaluts. Là, il y a deux principales actions qui font l'objet de la mesure 13 de la SNB. C'est l'accompagnement des professionnels pour atteindre les objectifs de conservation. Alors ça, c'est le principal outil, ce sont les analyses risque pêche qui sont mises en œuvre surtout dans les zones Natura 2000 pour s'assurer de la compatibilité des actions de pêche avec les mesures de gestion de la zone Natura 2000. Et la deuxième action de la SNB, c'est la recherche de solutions techniques et innovantes pour réduire les impacts de la pêche sur les espèces et les écosystèmes marins, notamment via des recherches sur des filets qui soient plus sélectifs, des filets biodégradables et d'autres dispositifs de pêche. Concernant un secteur assez proche qui est l'aquaculture, qui fait l'objet d'une mesure 14 dédiée dans la SNB. L'aquaculture, c'est surtout la conchyliculture en fait pour le domaine marin. Donc la SNB ici reprend les principales actions du plan aquaculture d'avenir 2021-2027, notamment l'action 2.1 par exemple sur l'utilisation raisonnée des aliments et des médicaments en aquaculture,
et l'action 7.1 sur l'amélioration des systèmes aquacoles qui soient respectueux de l'environnement. Et il y avait également cette mesure qui est à l'écran, qui est de valoriser, de développer et valoriser les systèmes écosystémiques et l'aquaculture restauratrice. En termes, alors, autre activité économique pouvant impacter la biodiversité marine, ce sont l'installation d'infrastructures énergétiques. Et là, la mesure vise à renforcer la prise en compte des enjeux de protection de biodiversité dans l'installation d'infrastructures énergétiques, notamment dans le cadre, c'est quelque chose qui sera évoqué dans le cadre qui est évoqué actuellement dans le cadre de l'exercice de planification en mer, qui finit en avril, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc là, il y a 4 axes qui avaient été prévus par la SNB. Le premier, c'est d'établir un cadre stratégique en matière de transition énergétique qui tient compte des enjeux de protection de biodiversité et favorise les installations les plus vertueuses. Le deuxième axe concerne le regroupement et la valorisation des connaissances sur le lien entre les énergies renouvelables et la biodiversité au sein d'observatoires dédiés. Et notamment pour l'éolien offshore, c'est le déploiement et la montée en charge de l'Observatoire éolien en mer, qui finance un certain nombre d'études. Il y a un budget de 50 millions d'euros pour financer plusieurs études sur les interactions entre la biodiversité et puis les éoliennes en mer. Le troisième axe concerne la poursuite et le renforcement de la prise en compte des enjeux de biodiversité dans les démarches de planification spatiale, du développement des énergies renouvelables et des infrastructures associées. Donc ça, c'est via notamment l'exercice de planification en mer et l'identification de zones favorables à l'installation d'éoliennes en mer. Et enfin, le dernier axe concerne le soutien à l'innovation sur les techniques d'évitement des impacts, notamment développer des innovations en matière de prévention du bruit de chantier avec des rideaux de bulles, par exemple, ou alors réduire plutôt les collisions des oiseaux via différents artifices techniques. Voilà concernant cette mesure 15. Il ne reste uniquement que 2, je vous rassure. Concernant la mesure 17, qui est d'accompagner le secteur des infrastructures de transport pour réduire ses impacts sur la biodiversité, donc il est beaucoup question, bien sûr, de voies navigables, de réseaux routiers ou ferrés. Il y a également une partie qui est consacrée aux grands ports, aux ports maritimes, et notamment aux grands ports maritimes. Et les principales mesures concernent la généralisation des schémas directeurs du patrimoine naturel, donc avec une ambition, un objectif de généraliser, d'avoir une couverture, que chaque grand port maritime ait un schéma directeur du patrimoine naturel. Également, une volonté d'améliorer la mise en œuvre de la séquence ERC, éviter, réduire, compenser pour les projets dans les grands ports maritimes. Également, la promotion de l'écoception des infrastructures portuaires, sujet sur lequel un guide sera publié en 2024. Et enfin, une action concernant la lutte contre les espèces exotiques envahissantes au niveau des infrastructures portuaires. Et ça, c'est en lien avec notamment la mesure sur les espèces exotiques envahissantes qu'a présenté Alain. Et je vais terminer par le sport, le tourisme et la culture, qui fait l'objet également d'une mesure qui est très large, qui va au-delà, bien sûr, du tourisme, des sports nautiques, mais qui sont, ces sports, ce tourisme nautique également, ou littoral est également concerné par la mesure 18. L'objectif, c'est d'encourager, comme il est indiqué sur la diapo, les opérateurs de sport et de tourisme en plein air à promouvoir des pratiques respectueuses de la nature, d'encourager les fédérations de sport de nature à s'engager dans des pratiques respectueuses de la nature, à les promouvoir, de limiter également la surfréquentation des espaces remarquables, notamment certains parcs nationaux dans le sud de la France, d'accompagner dans les territoires des parcs nationaux donc des pratiques sportives de plein air et de tourisme vertueuses et compatibles avec les objectifs de protection des patrimoines des parcs nationaux, et enfin
dernier axe, c'est l'accompagnement des professionnels pour réduire l'impact du tourisme sur la biodiversité, et notamment via des applications comme celle qui a été qui est figurée à l'écran, Navenco. Voilà, j'en ai terminé. Je vais laisser la parole à Marie pour terminer la présentation sur le quatrième axe qui concerne les moyens. Merci Vincent. Donc quand on parle de moyens, on a plusieurs actions, plusieurs mesures même qui ont trait dans la SNB. Donc le premier point qui est vraiment important, et notamment je pense sur les écosystèmes littoraux marins et en particulier en outre-mer, c'est de développer et de valoriser la connaissance. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc là, sur la bande côtière avec les observatoires locaux. L'idée aussi, c'est de définir et de déployer une stratégie globale d'acquisition de ces connaissances sur le milieu marin. Donc ça, c'est un point important parce que si on n'a pas de données, après, on est bien en peine de pouvoir gérer correctement. Donc ça, c'était une première chose qu'on voulait mettre en avant ce matin. Et après, pour finir le propos sur j'ai une question extrêmement concrète, c'est celle des financements. Je voulais terminer la présentation par dire quelques mots du fonds vert, puisque la SNB a eu la chance d'obtenir des budgets supplémentaires, des budgets en hausse, pour soutenir les ambitions de cette stratégie. Et finalement, ces crédits supplémentaires, ils sont venus s'insérer dans le dispositif de fonds vert. Et donc, le fonds vert 2024, il prend la continuité du fonds vert 2023 pour ceux qui le connaissaient, et vient en fait renforcer un certain nombre d'axes. Donc, l'idée, c'est que du fonds vert, c'est qu'on vient soutenir les investissements, c'est-à-dire les projets territoriaux. On est vraiment là pour agir. On est sur une gestion qui est déconcentrée pour vraiment être au plus près des projets territoriaux et des enjeux locaux. Un fonctionnement qui est assez souple. Je vous montrerai en dernière diapositive la plateforme sur laquelle tout passe. Donc, il y a un seul guichet, une seule interface pour le pétitionnaire, pour celui qui dépose son dossier. Derrière, évidemment, il y a de l'instruction, etc., mais c'est totalement transparent pour l'utilisateur. Pas d'appel à projet, on dépose au fil de l'eau. Et donc, le critère commun, c'est vraiment l'ambition écologique des projets. Donc, en termes d'instruction, derrière, ce sont soit les DREAL, soit les agences de l'eau qui vont instruire les dossiers. Donc, il y a toute une mécanique aussi d'instruction, de priorisation, etc. Mais en tout cas, pour le porteur de projet, l'idée, c'est que la plateforme, elle soit vraiment le plus simple possible. Et donc, dans ce fonds vert, on a différents axes. Donc, certains n'ont rien à voir avec la mer et le littoral, donc on ne va pas les évoquer aujourd'hui, mais sur la performance, la rénovation énergétique des bâtiments publics, la prévention des inondations, les incendies, etc., l'amélioration du cadre de vie. En revanche, il y a des mesures du fonds vert qui contribuent directement à la stratégie nationale biodiversité. Donc, il y a deux axes en particulier, celui sur la protection et la restauration des espaces et celui sur la réduction des pressions. Et donc, je vais vous en dire un petit mot juste après. Donc, si on prend la protéger et restaurer les espaces naturels, donc c'est un morceau, une boîte à l'intérieur du fonds vert qui va vraiment venir en soutien de la mesure, enfin des mesures qui ont trait à la stratégie air protégée et sur le volet restauration. C'est la reprise des actions accompagnées la SNB qu'il y avait en 2023, pour ceux qui connaissent. Donc, deux sous-mesures, les aires protégées et la restauration des écosystèmes terrestres et marins. Donc, on a vraiment ce volet marin qui est bien endossé. On cible des opérations d'investissement avec l'ingénierie qui est associée. Et on sait que dans certains cas, c'est vraiment le point qui peut être un petit peu difficile. Et donc là, on associe bien l'ingénierie. Et c'est pas, ça substitue pas aux financements qui peuvent exister, notamment des agences de l'eau. Donc on peut même avoir, dans certains cas, des cofinancements agences de l'eau. Ça fonctionne pas pour le fonctionnement, justement, l'animation des structures. On est vraiment sur le projet. Donc là, c'est quelques exemples. La maîtrise foncière, par exemple, d'acquisition des baux, tout ce qui a trait, voilà, acquisition foncière,
les plans de gestion des zones de protection forte, tout ce qui va être restauré, valorisé, requalifié du patrimoine naturel, l'ingénierie territoriale pour monter des projets, les mesures d'accompagnement pour réduire les pressions. Donc, on a vraiment un panel de possibilités éligibles au fonds vert qui est assez intéressant. La deuxième boîte, on va dire, réduire les pressions sur la biodiversité de votre territoire. Donc là, on va être plutôt sur le volet espèces et trames, donc notamment les espèces exotiques envahissantes, la trame verte et bleue, et inverser le déclin des espèces menacées. Même logique, donc là-dessus, on a les plans d'action nationaux, les PNA, pour conserver et restaurer certaines espèces menacées, la protection des insectes pollinisateurs, donc je pense qu'en mer, ça vous concerne un petit peu moins, et la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, dont Alain a cité la mesure 10, qui là est une problématique prégnante sur le littoral. Même logique, les projets territoriaux et pas le fonctionnement des structures. Voilà, quelques exemples, mais je pense que le diaporama il sera diffusé. Et pour terminer, l'adresse du site, donc c'est Aide Territoire, donc Aide Territoire slash Fonds Vert, qui est la plateforme, le guichet réceptacle qui vous permet de déposer les projets sur lesquels il y a des cahiers d'accompagnement qui détaillent bien qui est éligible, pourquoi faire, etc. Voilà un panorama assez complet de l'ASNB, à la fois le cadre, on va dire, international. On est rentré dans les mesures spécifiques et puis on est même pu aller jusqu'à des dimensions de financement. Donc, de notre côté, on pensait voilà, s'en arrêter là pour la présentation magistrale et puis écouter vos questions pour terminer cette séquence, si ça convient à Aurélie. Merci beaucoup Marie, Vincent et Alain pour cette présentation très détaillée qui a permis en 1h30 dans les délais de faire une présentation de cette SNB en lien avec l'océan. Avant de passer à la dernière session de questions et réponses, on a plusieurs événements prévus dans les semaines à venir, notamment une masterclass de la fresque océane le 26 mars de 13h à 14h30. Mélissa va vous mettre le lien d'inscription dans le chat. Et on a aussi le deuxième webinaire de notre cycle 2024 dédié à la restauration corallienne qui est organisé en partenariat avec l'IFRECOR et qui permettra de faire un focus le 4 avril prochain sur comment les projets le terrain travaillent avec les populations locales. Voilà. Donc ces liens vont être ajoutés dans la fenêtre de discussion, mais on va tout de suite clôturer par la dernière session de questions et réponses. On a quelques questions qui sont arrivées, on a une petite dizaine de minutes. Première question, comment mettre à profit les avancées des collectifs, des organisations, des associations qui étudient du coup les milieux marins sur le terrain depuis longtemps parfois et qui pourraient travailler à faire remonter des informations, des indicateurs auprès des services de l'État. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite prendre la parole sur cette question. Alors, peut-être, du coup, je vais en prendre l'initiative sur ce projet et notamment été cité le projet Driver en Méditerranée. Bien évidemment, l'OFB est à l'écoute quand elle n'est pas directement quand il n'est pas directement partenaire de tous ces projets-là qui visent à mieux comprendre et chercher des indicateurs d'évolution de ces écosystèmes ou de ces espèces. Donc, bien évidemment, on s'alimente de tous les travaux scientifiques et techniques des différents opérateurs partout en France et le projet Driver en était un, bien sûr, mené par Ecocéan d'ailleurs. Et donc, oui, on est tout à fait attentif. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas, ce sont des éléments qui sont intégrés. Et si parfois certains sont oubliés, n'hésitez pas à nous contacter pour bien qu'on intègre toutes les opérations engagées, que ce soit en recherche, en gestion, en identification de solutions, etc. Toutes les informations et toutes les bonnes volontés sont à prendre, bien évidemment, compte tenu de la complexité des chantiers. Est-ce que Vincent ou Marie, vous avez des éléments
à rajouter par rapport à cette question? Ou est-ce qu'on passe à la suivante? On peut passer à la suivante, La oui. suivante. Donc, il y a des questions sur le fond. J'invite du coup les participants à aller chercher les informations sur les liens qui ont été communiqués par Marie. Euh, alors, voilà, donc ça, c'est encore des questions concernant le fond. Il n'y a pas d'autres questions directement liées à cette présentation. Alors, je vérifie parce qu'il y en a quand même une grande liste. Alors, je vais poser une autre question, donc telle qu'elle a été indiquée dans la fenêtre de chat. Je ne suis pas sûre de très bien comprendre moi-même la question. Y a-t-il des réflexions sur la manière d'améliorer la centralisation et la bancarisation des données environnementales acquises? Effectivement, alors moi je connais mieux les sujets terrestres, mais en tout cas, on a un schéma directeur de la surveillance de la biodiversité terrestre et un système d'information fédérateur, justement, qui organise la collecte, le partage et la valorisation des données. Donc, c'est des choses qui existent. Pour le milieu marin, ça existe aussi, c'est le système d'information milieu marin. Donc, en fait, tout ça est déjà structuré. Et l'idée étant à chaque fois de bien indiquer qui est responsable de quelle étape, de la collecte jusqu'à la valorisation. Ensuite, au niveau déconcentré, enfin en fait au niveau des régions, alors là, en tout cas côté terrestre, ça fonctionne comme ça. On a des plateformes régionales qui se structurent pour en fait trouver des synergies et organiser le partage de ces données, sachant que l'ensemble a vocation à être versé au système d'information du patrimoine naturel, le SINP. Voilà, donc en fait, tout ça existe. Alors, c'est peut-être pas facile de s'y repérer si vous possédez des données et de savoir où il faut les livrer. Moi, je vous invite à regarder l'interface Nature France, où on a déjà beaucoup d'informations sur ces sujets de système d'information. Merci beaucoup. Une autre question est arrivée il y a quelques minutes. Comment les différents services de l'État, l'ensemble des ministères, enfin l'ensemble des instances étatiques sont-ils informés de l'ambition de la SNB et impliqués? Moi, je vais rajouter et impliqués finalement. Vas-y. Oui, alors là-dessus, il y a vraiment deux niveaux. Au niveau, on va dire, administration centrale, on a lancé pas plus tard que mardi le club de tous les pilotes d'action de la SNB, justement pour lancer une communauté de ces pilotes, pour s'entraider, pour partager aussi des outils en commun, pour se connaître. Travailler ensemble sur les volets indicateurs, suivi, etc. Donc en fait, ce réseau de pilotes au niveau national, il existe. Au niveau des concentrés, on y travaille avec un petit groupe pour l'instant de services déconcentrés, donc DREAL, DDT, OFB, Agence de l'eau, donc services déconcentrés et opérateurs, justement pour regarder, parce que tout n'est pas territorialisé dans la SNB, donc il faut regarder ce qui doit l'être, comment on s'organise au niveau des concentrés, comment les choses sont prises en main. Donc c'est en cours de réflexion avec bien sûr l'appui des territoires et en itération avec eux. Et donc les consignes pourront être passées assez prochainement pour voir comment on fait passer à l'échelle de ce petit groupe à l'ensemble des services déconcentrés. C'est bien prévu, c'est en cours de travail, sachant que il y a déjà les séminaires habituels entre la DGALN et ses services déconcentrés ont déjà permis d'aborder largement le sujet de la territorialisation de la SNB. Donc, normalement, quand on est en DDT, OFB, Agence de l'eau, DREAL, on ne découvre pas le sujet. Mais voilà, la question de comment on priorise, comment on s'en empare, etc., c'est un travail qui est en
Merci beaucoup. Donc, on arrive bientôt à la fin de ce webinaire de présentation. Donc, merci beaucoup Vincent, Marie et Alain pour le temps consacré à la préparation et à l'intervention lors de ce webinaire. Je ne sais pas si vous souhaitez rajouter un petit mot de conclusion avant qu'on arrête le webinaire, donc avec 3 minutes d'avance. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir respecté le timing. Ça nous tient à cœur chez Respect Océan de terminer nos webinaires à l'heure. Donc, je vous laisse quelques mots de conclusion et ensuite on va stopper ici ce webinaire aujourd'hui. Alain, peut-être, tu veux prendre la parole, un petit mot de conclusion? Alors, avant le ministère, du coup, que je laisserai terminer, mais pour dire que cette troisième SNB, elle a l'avantage d'être très opérationnelle. Elle fixe des objectifs de résultats, plus que des résultats, que des objectifs de moyens. Et donc ça, c'est particulièrement motivant parce que on sait, d'une part, comment on y va, avec quel moyens on y va, et on a des objectifs très clairs à atteindre. Donc, euh, voilà, je pense que c'est important. On n'a plus trop le temps d'hésiter aujourd'hui. Il va falloir être très efficace dans nos actions. Cette stratégie telle qu'elle est construite aujourd'hui nous aide à y aller avec efficacité. Et donc, il faudra que tous ceux qui sont autour, et notamment les 90 personnes qui ont suivi ce webinaire aujourd'hui, nous aident à y aller pour qu'on atteigne ces résultats ambitieux mais nécessaires. Merci Alain. Alors on était plutôt 180 puisqu'en plus des 90 sur Zoom, nous étions entre 80 et 100 sur LinkedIn en parallèle. Donc voilà, on a eu beaucoup de monde aujourd'hui. Marie, Vincent, un dernier mot de la fin avant qu'on se quitte aujourd'hui? Oui, bah, simplement pour remercier nos auditeurs et remercier Respect Océan pour cette initiative. Donc, on parlait de mobilisation des acteurs et donc je pense que c'est aussi en faisant ce genre de webinaire qu'on peut voilà, essaimer la SNB et puis qu'on a en face prospérer à la fois la vision et puis l'ensemble des actions à mener pour que collectivement, en fait, on réponde à nos engagements internationaux et puis que globalement, chacun à notre niveau contribue à préserver et à restaurer la biodiversité. Donc, un grand merci pour cette initiative, Aurélie. Merci à nouveau et on espère vous retrouver nombreuses et nombreux lors de nos prochains événements en ligne et notamment le webinaire numéro 2 du cycle 2024 sur la restauration corallienne. Donc, très bonne fin de journée à toutes et à tous.